Franck Tapiro, bonjour. Alain Volcker, bonjour. Merci, vous êtes consultant en communication politique. Alors c'est quoi exactement ce métier? Ça consiste en quoi? Ce métier consiste d'abord à réfléchir à des stratégies de communication pour des hommes politiques, pour des chefs d'État ou des chefs de parti, et de mettre en musique et de mettre en mots leur action. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que la communication politique, c'est le passeport pour l'action politique. On a justement à une époque ostracisé le métier de publicitaire ou le métier de communicant en disant oh, de toute façon c'est que de la com, ça veut dire qu'il n'y aura rien derrière. C'est exactement l'inverse. J'essaie de prouver depuis maintenant quand même 30 ans, ça fait un peu de temps, que justement quand on arrive à bien formuler, bien transformer en communication, ça pousse finalement la personne qui a ce message-là à aller au bout et à agir. Donc c'est le passeport pour l'action. Ce n'est pas uniquement de la com pour de la com. D'ailleurs souvent, on fait cette erreur en disant non mais ça, il ne le dira pas puisque c'est qu'un slogan, c'est qu'une petite phrase lancée. Moi je connais quand même d'énormes mesures qui ont été prises comme cela avec des slogans et des phrases lancées, mais surtout suivies d'actions. Et quelque part, quand vous communiquez, vous vous mettez la pression. C'est le fait de ne pas communiquer qui vous met un peu loin de l'action. Donc moi je milite pour cela, la communication active en politique. Et est-ce que la communication, puisque vous avez dit que vous en faisiez depuis 30 ans, comment est-ce qu'elle a évolué? Elle a évolué parce que, bizarrement, la communication politique doit se passer de médias. Depuis cette loi, je le dis, absurde, jure depuis 1990, sur l'interdiction d'utiliser les médias pour la parole publique, pour la parole politique, on a finalement commencé le massacre, vous savez, chinois, le supplice chinois de la politique. Pourquoi? Parce qu'au contraire, laisser les hommes politiques communiquer, ils seront contraints d'avoir justement finalement leurs paroles prises un peu comme dans un contrat. Si vous ne communiquez pas, vous pouvez très bien dire « Ah non mais je ne l'ai jamais dit ». Quand vous communiquez dans les médias, que vous regardez les Français dans les yeux, vous exposez auprès de 20 ou 25 millions de personnes et vous leur dites « Je m'engage à faire ceci, cela et puis on se donne rendez-vous dans X temps », je peux vous dire que ça vous engage comme on dit. Donc finalement, on a enlevé la partie la plus intéressante de la communication qui est l'engagement du politique. Et finalement, il se cache toujours derrière des petites phrases, des petites rumeurs, etc. Et moi, je pense que c'est l'inverse dans le débat démocratique qui est le nôtre. Si on laissait les politiques devenir des communicants, ce qu'ils sont finalement, ils essaient de le faire par d'autres moyens, on pousserait finalement plus de responsabilité parce que les paroles engagent. Vous êtes consultant pour le candidat, l'actuel président, je veux dire. Président-candidat, oui. Oui, président-candidat Denis Sassou Nguesso. Oui. Alors quand vous êtes contacté par un chef d'État étranger, ou même par d'ailleurs un homme politique quel qu'il soit, est-ce que vous vérifiez savoir de qui il s'agit ou vous prenez comme ça tout le monde? Bon, toujours, vous savez, en 30 ans, je pense que d'ailleurs ce que j'ai fait depuis 30 ans témoigne pour moi, c'est que j'ai toujours été d'abord envers des personnes avec qui je partageais des valeurs. Bon, en France, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron et certains autres, des valeurs à la fois personnelles, des valeurs de vision de la France, d'une vision de la société. Et c'est valable en France et partout dans le monde. Et tous les chefs d'État et hommes politiques avec qui j'ai travaillé, il doit y avoir cette sensibilité, cette interaction au niveau des valeurs. Si on ne partage pas les valeurs, c'est très compliqué d'ailleurs de travailler pour quelqu'un, de penser à la vision qu'il a et d'essayer de le faire adhérer à ces idées-là. Ça a été le cas en fait quand j'ai commencé à travailler avec mon associé Thibault Lacoste, qui travaille ici depuis pas mal d'années. Bien entendu, j'ai commencé à me renseigner, je connaissais un petit peu le Congo, mais encore une fois, je le dis, et ça fera partie d'ailleurs, je pense, de toute notre conversation, tant qu'on n'est pas venu au Congo, on ne connaît pas le Congo. Tant qu'on n'a pas été à la rencontre des Congolais, on ne connaît pas le Congo. Tant qu'on n'a pas été un peu partout dans le pays pour voir justement ces disparités, ces diversités, parfois ces oppositions entre régions, entre villes. Dans mon métier, la communication, ça marche pour les marques ou pour les chefs d'État ou pour les pays. On n'est pas uniquement dans l'à peu près, dans la superficialité, justement pour combattre ces problématiques énormes de perception. Et pour qu'il n'y ait pas de problème de perception, il faut aller au cœur du message, au plus profond, pour voir justement quelle est la réalité d'une marque, donc du pays. Moi, c'est le Congo. Et voilà, pour cela, avec Thibault, on a fait le tour du pays. D'ailleurs, on a suivi cette campagne. On est venu bien longtemps avant la campagne pour sentir le pouls de ce pays et voir vraiment quelle était la résonance et surtout essayer d'être objectif par rapport à cette montagne de subjectivité qui existe en Afrique et notamment au Congo. Et également en Europe et dans d'autres pays. Bien sûr, absolument. Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso, a une mauvaise image de marque. Que pensez-vous pouvoir faire pour améliorer tout ça? Beaucoup de choses, et surtout depuis que je l'ai rencontré, depuis que je travaille avec toute son équipe, autour de Claudia Lumumba, autour du ministre de la communication, de toute son équipe. Il y a vraiment un décalage énorme. Et on le voit par rapport à ce que vous me dites aussi, j'entends énormément de journalistes qui m'appellent, qui me disent « mais ça ne te pose pas de problème de travailler avec un chef d'État qui a une telle réputation ?» Non.
Non, pourquoi? Parce qu'une réputation, elle est faite soit sur un ancrage réel, soit sur un ancrage fantasmé. Et si je suis encore là devant vous, alors que ça fait 3 mois que je suis arrivé dans le pays, c'est que j'ai évidemment découvert que c'était une réputation faite vraiment sur des rumeurs incessantes, et puis surtout sur des vieilles histoires qui ont créé des fantasmes. Et comme toujours, bien entendu, on dit « Ah, il n'y a pas de fumée sans feu », vous savez, on calomnie, il en laisse tout le temps quelque chose. Et moi, j'ai essayé de démonter un de ces dossiers pour voir si vraiment c'était un domaine de réalité ou de fantasme. Alors on peut les prendre les uns après les autres. Alors par exemple, les opposants en prison. Ça j'adore. Ça c'est peut-être mon sujet préféré. Il m'énervait beaucoup il y a 3 semaines quand j'en parlais, mais avec le temps maintenant j'ai réussi à finalement avoir des arguments tellement évidents parce qu'ils sont sur la réalité. On parle de mettre des opposants. Voilà, quand on met des opposants en prison, mais déjà en général, quand on met un opposant en prison, c'est qu'on est un dictateur. On prend un opposant, on le met évidemment en prison parce qu'il a une opinion qui est différente de la vôtre. Bon, déjà il faut savoir que depuis la dernière constitution, mais depuis longtemps, le délit d'opinion n'existe pas au Congo. Il n'y a pas de délit d'opinion. Première chose, c'est bien de rappeler certaines choses et je vais essayer de le faire de façon la plus exhaustive possible. Deuxièmement, ce n'est pas un opposant comme un autre. On parle de M. Mokoko, donc le général Mokoko, qui a été nommé par le président, qui était un de ses plus proches collaborateurs, qui est nommé ambassadeur à... Oui, il a été nommé ambassadeur, il a été chef d'état-major. Exactement, à Bangui. Voilà, je cherchais le nom de cette ville. Mais surtout, ce n'est pas que ça. Quand il a décidé d'aller s'opposer à lui, c'est totalement démocratique. On le voit bien cette année avec le nombre de candidats qui se présentent. Il l'a fait de façon totalement simple, il a fait sa campagne. Et au soir de la campagne, bien entendu, la victoire du président, Sassou Nguesso, ne lui a pas plu. Et il a invoqué le fait qu'il y avait eu des irrégularités, il a contesté le résultat de l'élection. Et que s'est-il passé? Il a appelé à la désobéissance civile. Renseignez-vous, mais dans tous les pays comme la France, la désobéissance civile est un délit. Voilà. C'est un délit, il a été attaqué, condamné en justice, et il a eu un procès équitable, défendu avec des avocats français d'ailleurs. Ils ont une ligne de défense pendant ce procès assez étonnant, j'ai relu les plaidoiries, c'était assez rapide puisque finalement il n'y a pas eu de plaidoirie de la part de la défense, puisqu'il a invoqué son immunité en tant que haut dignitaire de l'État, en tant que général, et il a réclamé le silence, non seulement de ses avocats, et son propre silence. Avouez que c'est quand même très curieux. Si vous ou moi, on est condamné à tort, je pense que le silence ne fera pas partie de notre ligne de défense. Loin de là. Il faut crier son innocence. Là, il n'a pas crié son innocence, il n'a juste rien dit. Alors, là encore, je pose la question, petit aller-retour. Est-ce que c'est Denis Sassou Nguesso qui a dicté sa ligne de défense? Est-ce que c'est lui qui a interdit à M. Mokoko de s'exprimer face à la Cour? Est-ce que c'est lui qui a interdit à ses avocats de le défendre, etc., etc.? Évidemment que non. Il a été condamné à 20 ans de prison. Je le dis au passage, là aussi je me suis renseigné dans une prison qu'on appelle VIP, une petite maison, une petite maisonnette avec la clé, il a la télé, la radio. Franchement, il y a pire comme condition d'emprisonnement. Il a été malade il y a quelques temps, il a été extradé pendant 1 mois, je crois, en Turquie, pour être soigné, il a été rapatrié. Donc, si ça, j'ai oublié aussi un argument majeur, c'est qu'on a retrouvé en plus une cassette vidéo et des enregistrements sonores d'écoute téléphonique où il fomente un coup d'État. Ça date de 2007. Et tous ces faits, toutes ces preuves ont été avérées. Peut-être qu'avec, on va dire, ces preuves accablantes, peut-être qu'il a préféré ne rien dire, c'est peut-être pour ça, pour semer le doute. Et ça a marché, pourquoi? Parce que l'a priori négatif sur le président, l'a priori de dictature est toujours là. Il y a une présomption de culpabilité permanente. Et donc ça a suffi ce silence pour dire ce procès est truqué, c'est une parodie de justice, etc. Donc vous nous dites qu'il n'y a pas de condamnés d'opinion dans ce pays? Ah mais il n'y en a pas, en plus c'est interdit par la Constitution de 2015, mais il n'y en a pas. Demandez aux journalistes que vous êtes, et je suis ravi d'ailleurs d'être en face de vous, demandez à vos amis journalistes, vos confrères internationaux, si on a pris un journaliste et on l'a mis en prison, pareil comme on mettrait un opposant en prison. C'est un fantasme totalement absurde. Et vous savez que moi ce qui me choque, c'est finalement cette injustice. J'aurais aimé me trouver des preuves qui corroboraient la perception, mais pour vous dire donc, il n'y a pas d'opposant en prison, comme on dit. Il y a un ancien opposant qui a été condamné pour des faits avérés de désobéissance publique, de tentative de coup d'État. Il est en prison et pour Chapen, il a refusé de s'exprimer. Voilà, je pense que le président Sassou Nguesso n'est pas responsable de cette ligne de défense. Alors on va passer à un autre chapitre, le chapitre économique, puisque donc 36 ans de pouvoir, oui.
Pays endetté, pauvreté, Oui. défaillance dans l'éducation, peu de perspectives de trouver du travail pour les chômeurs, pour les jeunes diplômés qui souhaitent tous devenir fonctionnaires. Le président Sassou Nguesso n'est pas arrivé au pouvoir hier et il ne peut pas accabler son prédécesseur. Ah, il n'a pas accablé son prédécesseur puisqu'il s'agit de lui, même s'il a quand même quitté le pouvoir pendant quelques années. Mais encore une fois, moi je suis là pour parler surtout de l'avenir, de ce que je vis aujourd'hui et du projet d'avenir, mais on va en reparler, surtout sur un point très intéressant que vous venez de citer, sur la fonction publique. Ça, c'est un héritage colonial. C'est la France qui a instauré au Congo cette voie monolithique, hein. Il n'y avait qu'une seule voie, c'était « demain tu seras fonctionnaire ». Bon. Donc c'est cet héritage colonial dont il faut se séparer de façon rapide. Pourquoi ? Parce que quand on voit les richesses de ce pays, elles sont énormes. À la fois l'or noir sur le pétrole, mais l'or vert, et surtout cette diversification économique qui est maintenant dans le projet de société, qui a commencé quand même il y a quelques années, mais qui a été, n'oublions pas, parce qu'il faut remettre le contexte. Pendant 5 années, depuis 2015, avec l'énorme crise du pétrole qu'il y a eu, au moment où finalement le pays repartait avec sa nouvelle constitution, etc. Premièrement. Deuxièmement, la crise économique qui a suivi derrière. Et troisièmement, parce que décidément jamais 203, la crise due à l'épidémie du Covid. Donc pendant 5 années, ça a été très compliqué, c'était un chemin de croix. Voilà pourquoi tout s'est arrêté un peu dans le pays. C'est vrai, comme dans d'autres pays, mais là ils ont cumulé, j'appelle ça le cumul de mandales, parce qu'ils ont vraiment cumulé énormément de choses. Mais encore une fois, l'arrêt ne veut pas dire que ça ne va pas reprendre. Et c'est exactement le sens du projet de société du président. Poursuivons la marche. Il a envie que le pays rebondisse. Ça fait 5 ans qu'ils attendent que justement une embellie arrive. Et vraiment cette élection, c'est ça qui est intéressant. C'est pas tant cette élection, ce qui se passe dans cette élection qui est intéressant, c'est le rôle qu'elle a, le sens qu'elle a pour l'après. Et exactement pour ce que vous venez de dire. Et je pense que le président aujourd'hui, on a dit 36 ans de pouvoir avec des arrêts, etc. Mais il faut le prendre aussi, moi, de façon positive. Moi, je dis que c'est une expérience extraordinaire qu'il veut mettre aujourd'hui au service des jeunes et au service de l'avenir. Comme François Mitterrand, que nous avons bien connu, en 88, qui était considéré comme lui, oh là, l'usure du pouvoir, on le connaît depuis les années 60, même un peu avant, même pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça on n'y reviendra pas. Et ça fait trop longtemps, il est usé, c'est un ringard, il ne plaît pas aux jeunes. Et en quelques temps, j'en ai fait un petit peu partie à mon modeste poste avec Jacques Seguela, on a restauré l'image du président qui est devenu la génération Mitterrand, le président de la génération Mitterrand, des jeunes, et surtout le président qui avait le mieux compris l'avenir. Et encore une fois aujourd'hui, en sortant de toutes ces crises-là, et on le voit dans le monde entier, quand on a la chance d'avoir des hommes d'expérience comme Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas seulement le président du Congo, mais qui est un peu considéré comme le patron en Afrique, il est là pour toutes les crises. L'empereur. Ah, voilà, l'empereur, ça fait partie de ce champ sémantique que je vais vraiment me battre à le changer. Pourquoi ? Parce qu'il est impropre, il est injuste. Ce n'est pas un empereur, il a été élu démocratiquement, il y a des observateurs du monde entier, donc tous ces fantasmes aussi sont absurdes. Attendez, juste je vous interromps juste une seconde, parce que le mot empereur, il est utilisé aussi dans la région par les autres chefs d'État. C'est plutôt une considération de respect. Alors je parlais de l'empereur exactement, vous avez totalement raison de le dire. Le mot empereur dans la bouche d'un Européen, c'est évidemment totalement dénigrant parce qu'on se dit que c'est un dictateur. Empereur à côté, c'est le respect. Pourquoi ? Parce qu'ils le connaissent. Toutes les grandes crises, de la Libye à l'Europe, à l'Afrique centrale et toute la crise de l'environnement, la protection de l'environnement, c'est lui qui est à la tête de tous ces grands mouvements. Donc il est le référent, il est le vieux sage. Voilà pourquoi, ces 36 ans, on peut le voir négatif. À l'aune, vous savez, de notre splendeur en France, hein. On peut se permettre de juger qui on veut parce qu'on est les amateurs de la démocratie. Je pense que les dernières années nous ont mené à un peu plus d'humilité. Non, c'est au contraire cette expérience qui doit être mise au service des jeunes, de l'avenir. Et on en reparlera aussi de cette diversification de l'économie qui est utile et qui est indispensable pour retrouver l'indépendance alimentaire. Et l'étape d'après, bien entendu, mais qui a déjà été commencée, c'est cet formidable environnement. Enfin, on a traversé le pays avec mon associé, on a vu un pays... c'est même pas de l'écologie, c'est la référence absolue de ce que je n'avais jamais vu. Pourtant, je connaissais bien l'Afrique du Sud, qui était déjà magnifique. Mais au Congo, ce qu'on voit est incroyable. J'appelle dans le monde entier les gens à venir voir d'abord, sentir, regarder, voir ce que c'est que l'écologie, ce que c'est que la protection de l'environnement. Et là aussi, on se dit qu'avec cette expérience, je pense que, et il a 77 ans, c'est un âge extraordinaire, au contraire, pour se dire... Le temps va s'accélérer. Il faut s'accélérer, pourquoi ? Pour redonner le pouvoir à la jeunesse. C'est pas lui, ni les gens de sa génération qui vont inventer le Congo d'après. Ce sont les jeunes. 60% des jeunes Congolais ont moins de 30 ans. Enfin, c'est hallucinant. Et je vous raconterai dans quelques instants ce qu'il a fait, ce qu'il a initié pour les jeunes, pour montrer que derrière les messages, derrière la com, je ne suis pas un avocat, je suis là pour essayer de transformer justement cette volonté en une action par un message de communication.
Et vous allez voir tout ce qui a déjà été fait, bien avant la campagne d'ailleurs. Eh bien, allez-y. Hein. Première chose, et ça aussi, quand on me parle de Denis Sassou Nguesso en tant que dictateur, alors ça me fait sourire, mais ça m'inquiète aussi, en me disant, mais est-ce que les gens qui disent ça le connaissent vraiment? Avez-vous déjà vu un dictateur donner la parole aux jeunes de son pays sur les réseaux sociaux, sans contrôle, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter? Ça paraît une blague, mais il l'a fait. Il l'a fait, il n'a pas attendu la campagne, il l'a fait en amont. 15 jours avant, il a demandé à des jeunes, ils ont ouvert des pages, ouvertes à tous les jeunes, d'ailleurs, vous pouvez venir du monde entier. Hein. Et ceux qui critiquaient n'ont pas été en prison? Alors, non, déjà parce que c'est pas dans la loi, donc imaginons même qu'il y ait eu des critiques, il y en a eu tellement peu, on a nous-mêmes été très surpris, parce que justement, avec ces fantasmes, moi venant de France, en entendant ça, je me dis, bon bah, il va y avoir 50% de critiques, 50%, mais pas du tout. S'il y a eu 3 ou 4 phrases critiques, mais critiques de plus tôt, et on va en parler, pour qu'on nous demande que maintenant, etc. Donc finalement, bah, mieux vaut tard que jamais, c'est très bien. Et on a posé cette question, en fait, très simple, on a pris les 20 à 30 thèmes importants pour la vie des jeunes, pour leur vie d'aujourd'hui, mais surtout pour leur vie d'après. On leur a demandé de dire go ou no go. C'était ça la campagne, c'est go pour le Congo qu'on a mis au point avec Ibo. Et on a donc fait 27 visuels avec tous les thèmes les plus importants pour leur vie. Et on les a postés sur les réseaux sociaux en leur disant, voilà, vous dites un like, ça veut dire go, sinon vous dites ce que vous voulez. Ils n'étaient pas tous obligés de liker. Écoutez, ça a duré un peu moins de 15 jours. Avant le 4 mars au soir, qui était la fin donc de la campagne, pour le début, plutôt le démarrage de la vraie campagne. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en termes de statistiques, quand on sait que le Congo est un petit pays de 5 millions d'habitants. Il y a eu, et je tiens tous les chiffres statistiques à votre disposition, un petit peu moins, on va dire 600 000, mais 600 000 personnes qui sont venues visiter les 3 pages. Il y en a eu exactement 589 000, etc. Mais je vous donnerai le chiffre au nombre près. C'est hallucinant. Et sur les 600 000, ils n'ont pas été 600 000 à liker, mais il y a eu 14 328 de mémoire like, donc go, au thème qu'on leur a proposé, ce qui est inouï. En France, ce chiffre serait déjà inimaginable, on nous demanderait bien entendu d'avoir les impressions écran pour le prouver. 14 000, ça veut dire quoi? C'est 14 panels politiques. Vous savez très bien, en France, on prend 1000 personnes pour déterminer l'opinion politique en France. Ça en fait 14. Que des jeunes de moins de 30 ans qui sont venus et qui ont liké sur les thèmes de société. Mais c'est pas tout. L'idée, c'était pas uniquement de faire un coup de com' en se disant, bah voilà, on va faire consultation des jeunes et puis ça va bien, puis après on va reprendre les choses sérieuses. Le président a décidé d'écouter les jeunes en prenant tous les thèmes qui avaient réceptionné le plus de suffrages pour les intégrer à son projet de société qu'il a lancé dès le 5 mars à Pointe-Noire, qui, comme vous le savez, n'est pas la terre des plus favorables pour le président, a priori encore, surtout quand on voit la campagne de 2016. Il a été à Pointe-Noire pour commencer son premier meeting. Et une jeune journaliste a lu les résultats en projetant un petit clip avec une chanson Go pour le Congo pour montrer que tous les jeunes ont participé. On ne pensait pas que 600 000 personnes participeraient, donc pour vous dire à quel point c'est enthousiasmant. Il a pris la parole juste après l'annonce et il a repris à son compte. D'abord Go pour le Congo, Go pour les thèmes. En gros, les premiers thèmes, c'est la jeunesse d'abord, donc la priorité de la jeunesse, l'eau pour tous, l'électricité pour tous. C'est vrai que nous, Européens, on ne peut pas imaginer que l'eau et l'électricité soient des priorités, mais quand on sait qu'il y a encore souvent malheureusement des coupures d'électricité, que l'eau, bien qu'il y ait énormément de projets faits, notamment avec une start-up brésilienne qui a installé dans tout le pays des citernes d'eau pour les gens, mais bien entendu, c'est un démarrage et il en faut toujours plus. Et quand on est jeune, on n'en a jamais assez. Donc voilà pourquoi ces demandes ont été en priorité. La diversité, bien entendu l'économie, on va en parler, parce qu'il faut qu'il y ait une diversification totale pour passer de l'or noir à l'or vert, vers l'agriculture mécanisée, des formations bien entendu qualifiantes sur ces domaines-là, la justice sociale, très important, plus de parité. Ça aussi c'est assez drôle, puisque on parle d'un dictateur qui a mis plus de parité non seulement dans les thématiques, mais depuis 2015 dans l'ancienne constitution. Ce qui est incroyable, c'est ça. Et donc non seulement il l'a annoncé, et le lendemain, tout était imprimé avec les thèmes des jeunes dans le projet de société. Mais alors où va venir l'argent pour toutes ces réformes? Ah mais justement, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir que tout l'argent qui a été, encore une fois, c'est une économie vertueuse. L'idée, c'est de passer de l'or noir à l'or vert. Très bien que l'or noir, même si il y a eu cette crise-là, en reprenant, va aider aussi à financer. Et puis, des projets importants pour l'agriculture. Mais derrière, il va aussi y avoir des partenariats. Il y a énormément de gens qui vont voir justement que le Congo est une véritable terre d'avenir pour l'agriculture. Pas que pour l'agriculture, mais pour l'agriculture mécanisée. Quand on voit ce pays immense où tout pousse, vous pouvez planter n'importe quoi,
tout pousse. Il y a même, vous le savez, en arachide, jusqu'à 3 récoltes par an. Je ne sais pas qui peut dire mieux, c'est assez hallucinant. Et moi j'ai découvert, mais tout ça, je vous en parle avec une forme d'étonnement, mais parce que je ne suis pas un communicant, là je suis le citoyen qui est arrivé, qui a vu, mais qui a été bluffé. Et entre mon impression, mes vues sur le Congo il y a 3 mois et aujourd'hui, tout ça c'est des choses que j'ai vues, que j'ai senties, j'ai même consommé. Parce que les fruits, je les ai consommés. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même dingue, tout pousse. Et à la fin, ça ne suffit pas pour l'alimentation. Mais alors, vous avez travaillé pour de nombreux hommes politiques. Oui. Et est-ce que vous avez un pourcentage, puisque vous aimez bien les chiffres, Oui. de ceux qui tiennent leurs promesses électorales et de ceux qui ne les tiennent pas? Et en l'occurrence, que va-t-il se passer ici? À l'ère de l'hypercommunication, même si, comme je dis tout à l'heure, tout le monde a le droit de communiquer sauf les politiques, mais les réseaux sociaux s'en chargent, une rumeur fait une mesure. Donc si vous... D'ailleurs, rappelez-vous François Hollande qui faisait noir et blanc, pour savoir, il testait auparavant, et puis si tout le monde gueulait, finalement il prenait la deuxième solution, etc. Donc aujourd'hui, vraiment ceux qui vont dans la fake news ou dans l'annonce ou l'effet d'annonce, ils sont catalogués tout de suite. Ici, je pense exactement l'inverse. Je pense que justement par sa longévité, mais par son expérience, par la connaissance du pays, mais par aussi ce qu'il pense. Écoutez ce qu'il a dit dans tous ses discours. Il avait honte. Avez-vous entendu, alors un dictateur n'en parlons pas, mais un président démocratiquement élu depuis des années dire qu'il a honte? Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et là, je me dis, mais pas qu'une fois. Oui, non, ça n'arrive pas souvent. Et ça ferait beaucoup de bien. Mais c'est parce qu'il a cette expérience-là, parce qu'il aime ce pays qu'il dit que j'ai honte. Et il a honte de quoi là? Il a honte de voir qu'ils importent toute leur alimentation. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible dans un pays qui a de telles richesses, mais de tels potentiels de richesse, qui pourrait faire pousser n'importe quoi, je vous l'ai dit, du maïs, du manioc, du foufou, du café. Il faut des machines agricoles. Il faut des machines agricoles. Pourquoi? Parce que, bien entendu, il faut faire comprendre aussi aux jeunes, là il y a un angle de communication. C'est pas uniquement dire aux jeunes, l'avenir du pays c'est l'agriculture, parce qu'ils vont croire que c'est l'agriculture de leur ancêtre. Vous savez, que la charrue à main, etc. C'est évidemment l'agriculture d'après, mécanisée, irriguée, totalement modernisée, avec des tracteurs qui ne serviront pas uniquement qu'à aller dans les champs, mais à transporter les gens, transporter les enfants, et faire finalement office de tracteurs multifonctions, etc., etc. Faire venir aussi des startups étrangères et africaines pour développer des projets innovants dans l'agritech, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il faut souvent un coup de départ. Alors, il y a eu ce coup de départ malheureusement en 2015 avec la Constitution. On a dit, ça c'est assez drôle, on a dit que cette Constitution a été faite que pour une seule raison, c'est pour donner à Denis Sassou Nguesso un pouvoir, une longévité incroyable avec une triple, avec 3 possibilités d'être élu. Mais quand on ose résumer et surtout réduire une constitution à une seule mesure, on passe à côté de choses extraordinaires. Pour un dictateur, il a d'ailleurs aboli la peine de mort qui était abolie dans cette constitution. Il n'y a pas de délit d'opinion. La parité est inscrite dans la constitution. Je ne sais pas dans quels autres pays la parité est inscrite dans la constitution. Le bicamérisme avec ce splendide, vous l'avez vu, ce Sénat collé à l'Assemblée nationale, dans le même bâtiment, avec énormément d'autres mesures comme le poste de Premier ministre inscrit dans la Constitution, etc., etc. Donc on peut se dire, mais pourquoi à chaque fois regarde-t-on le mauvais côté, l'ombre, ou alors le fantasme négatif par rapport à une mesure? Et c'est vrai qu'à force, et pour en avoir parlé, c'est vrai avec lui, avec d'autres gens, on arrive peut-être au bout d'une période où il faut qu'on arrête de parler finalement du Congo qu'on croit connaître mais qu'on ne connaît pas, et parler du Congo réel. Et je pense qu'aujourd'hui, le nouveau mandat, qui sera peut-être le plus important de sa carrière, c'est ce mandat justement pour réinscrire le Congo dans son temps, dans son avenir, mais surtout dans sa réalité. Et j'en appelle à toutes les personnes qui ont une opinion comme ça, vague du Congo, qui peuvent même être sûrs de tous ces aspects négatifs. Je les invite finalement à venir au Congo pour voir de même. Je pense qu'ils seront surpris. Et parlez-nous un peu peut-être de Denis Sassou Nguesso, Oui. du côté personnel. Comment communiquez-vous avec lui? Quel genre de personnalité est-ce? Déjà, je vais dire quelque chose par rapport au mot dictateur, enfin, j'en parle avec humour tellement il n'a plus de sens quand on le connaît. Comment peut-on dire d'un homme pareil, et en plus vraiment on a eu un rapport très direct avec lui, très intime et très émotionnel, c'est important ça. Comment peut-on dire d'un protecteur qu'il est dictateur? Est-ce qu'on a vu sur la planète un dictateur être protecteur? Parce que moi j'ai d'abord vu un protecteur de la nation, qui est en paix quand même depuis les événements, la guerre civile de 97. Maintenir la paix, maintenir la sécurité, vous pouvez demander à tous les Congolais, même à ses opposants, vous verrez ce qu'ils vous diront. Et on ose dire que ce protecteur est dictateur. Moi je trouve ça injuste. Et en fait, j'ai senti aussi chez lui cette volonté de dire, mais
pourtant je me bats pour mon pays, j'aime les gens. Et comment peut-on encore dire ça de moi? Comme les droits de l'homme, ça c'est extraordinaire. Alors là, les droits de l'homme. D'abord, tous les pays qui critiquent le Congo et le président sur les droits de l'homme sont les premiers qui, par derrière, vendent des produits de consommation et surtout des produits impropres, comme le poulet. Vous pouvez vérifier des pays qui, vous savez, disent drapés comme ça derrière leur splendeur, comment on ne respecte pas les droits de l'homme, alors que le premier des droits de l'homme déjà c'est bien se nourrir, qui devrait déjà fournir, quitte à exporter leurs denrées alimentaires, le faire de façon propre et non pas de façon détournée. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont inouïes, mais encore une fois dans les droits de l'homme, quelque chose qui est hallucinant, c'est sur la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Encore une fois, s'il y avait des journalistes en prison ou des étudiants en prison, comme dans tellement d'autres pays 10 fois plus grands que le Congo, je serais le premier à le défendre. Mais malheureusement, pour certaines personnes qui ont cette opinion complètement décalée, non. Donc, vous savez que ce rapport avec le président, c'était un rapport, comme j'ai toujours, vous me connaissez quand même, ça fait 30 ans, très direct, très cash. Et on est vraiment sur quelque chose de fort parce que j'ai senti justement chez lui cette envie incroyable. Et je peux vous dire, à 77 ans, sentir un homme politique qui est là, on le dit depuis longtemps, il avait qu'autant d'envie. Je ne sais pas si vous avez suivi la campagne, mais ça fait 15 jours que je suis là à voir cette énergie, ce sourire, cet humour. Il a envie comme au premier jour. Mais avec, je pense, une énergie supplémentaire et une envie supplémentaire de corriger, peut-être en 5 ans, ce qu'il n'a pas pu faire ces 5 dernières années, et d'aller vite. Je pense que, et puis son âge le pousse à aller vite aussi, c'est un vieux sage. Il a 77 ans, il sait qu'il veut se battre, mais jusqu'à son dernier souffle, il est comme ça. Parce qu'il aime le Congo à un niveau que... Moi, c'est ça que j'ai ressenti. C'est ce qui m'a ému en fait quand il en parle. C'est que quand il en parle, il est même peut-être plus dans la politique. C'est vraiment le vieux sage qui parle de ses enfants. Et il sait qu'il doit transmettre. La transmission intergénérationnelle est hyper importante pour lui. Il sait très bien que ce n'est pas lui qui va fabriquer. Maintenant, ce sont les jeunes qui vont aller sur les champs avec leurs outils, avec ces nouveaux appareils qui vont aider. C'est quoi? Aider le Congo à avoir cette indépendance alimentaire, à ne plus avoir honte, comme il le dit, dans quelques années, et qu'il puisse dire « nous allons consommer, non pas ce qu'on importe, mais ce qu'on fabrique ». On peut tout faire pousser, on va enfin être indépendant. Et cette indépendance, elle est extrêmement importante parce qu'il y a l'étape d'après. Qui dit agriculture, dit environnement. On le sait, il n'a pas attendu que l'environnement devienne à la mode pour être le pape de l'écologie en Afrique. Il l'est depuis toujours. Le grand patron écolo, c'est lui. C'est son obsession. Et quelle obsession! Totalement en phase avec les accords de Paris, Emmanuel Macron d'ailleurs là-dessus. Mais il porte en lui-même, avec le Congo, cette volonté de faire du Congo, qui est déjà le deuxième poumon écologique de la planète, cette force incroyable pour montrer que cet environnement, cette agriculture, cette richesse, à la fois profonde aussi dans les sols comme l'or noir et l'or vert, tout ça c'est le Congo et ce potentiel. Plutôt que de dire que c'est un potentiel, on va faire une vraie richesse pour les gens. Vous venez de prononcer le nom d'Emmanuel Macron. Oui. Alors, permettez-moi une dernière question concernant Macron. Que lui conseilleriez-vous en matière de communication? Parce que là, il est vraiment dans une situation extrêmement mauvaise, si on peut dire, catastrophique. Alors, concernant Emmanuel Macron, que j'aime beaucoup, d'abord, c'est quelqu'un qui a une vision, et il y a très très peu d'hommes d'État qui ont une vision comme lui. Cette vision a été pourtant éprouvée depuis quelques années avec des crises qui sont vraiment tombées. Et encore une fois, il est très responsable, donc il n'aimerait pas dire qu'il n'y est pour rien, puisqu'il est pour quelque chose dans la sortie de crise. On a eu les gilets jaunes, les retraites, le Covid, etc. Il a toujours fait front, et regardez, alors là on parle uniquement de communication, dans sa posture, dans son regard, dans son sourire, toujours de l'espoir, toujours de l'envie, et cette envie d'amener les gens avec lui en disant « nous devons passer ces épreuves ». C'est une guerre, voilà, tout ce qu'il a dit par rapport au Covid, et on va s'en sortir plus fort. Comme le disait Nietzsche, ce qui ne nous détruit pas nous renforce. Il est là-dedans. On ne peut pas reprocher à un chef d'État d'être optimiste. On ne peut pas reprocher à un chef d'État de créer de l'espoir quand le désespoir est présent partout dans le monde. Donc encore une fois, moi je le soutiens, pas que d'aujourd'hui, depuis toujours. En dépit de la gestion de cette crise, les allers-retours... Mais il se bat. La facilité, ce serait quoi? Hop, allez hop, tout le monde en confinement, et personne ne l'ouvre. Vous m'auriez dit, bon, il a pris une décision en phase avec ce que lui disent la majorité des scientifiques, mais c'est quand même facile. Et hop, on aurait critiqué. Donc finalement, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, et c'est justement ça l'intérêt d'Emmanuel Macron, il fait à sa façon, il réinvente la façon de faire de la politique. Il ne fait pas un confinement ou un non-confinement. Il invente ce que j'appelle ce freinage dynamique, comme on dit en automobile, où il dit on va freiner sans enfermer les gens. On freine, mais on leur permet quand même de faire du sport. On freine, mais on leur permet de rester en activité. On freine, mais on permet aux jeunes dont
le mental et la psychologie aujourd'hui est très atteinte, et vous le savez, on leur permet de respect, de respirer, et de se rencontrer. Donc encore une fois, c'est très compliqué ce qu'il fait. Il a choisi la difficulté. Donc on ne va pas câbler un président qui essaie de nous protéger et qui choisit la difficulté. Donc je le soutiens complètement. Et si demain, pour une raison ou pour une autre, si c'est Empire et qu'il est obligé de confiner, il aura prouvé aux Français qu'il a gagné au moins 5 ou 6 mois. Et 5 ou 6 mois en économie, ça fait combien de milliards? Donc in fine, vous voyez très bien que ces gens-là qui s'investissent pour leur pays, et je reviens pour Denis Sassou Nguesso, qui y croient, qui ont cette volonté, qui veulent impacter les jeunes en leur disant on va essayer, malgré l'environnement et le contexte compliqué, d'écrire une nouvelle page, d'emmener les jeunes vers plus d'emplois, parce que évidemment l'agriculture mécanisée c'est des emplois, c'est de la formation, c'est du financement, c'est de l'exportation et c'est surtout de l'alimentation et de l'indépendance. Merci beaucoup Franck Tapiro. Merci à vous, c'était un plaisir, je voulais le dire, d'être interviewé par vous parce que je vous respecte énormément et voilà, je voulais vous le dire, et c'est très sincère. Vous avez encore beaucoup de choses à dire. Je vous suggère d'écrire un livre, parce qu'il y aura certainement des choses très intéressantes à raconter encore. Moi aussi, et sur le Congo, sur mon contrat d'étonnement, parce que vraiment, voilà, c'est mon constat d'étonnement. Je suis étonné par ce pays, et j'espère surtout qu'il n'a pas fini d'étonner plus d'un Congolais, plus d'un Africain, je pense, même à l'international, vous le verrez. On en reparlera. Merci beaucoup Franck Tapiro. Merci beaucoup. Bien sûr, avec grand plaisir. Merci à vous.